puisque voilà, ce qui vous Ok. permettra d'avoir un replay après. Bon, bah, bonjour à tous. Bah, bonjour aux derniers arrivés à ce webinaire dont l'intitulé est Pourquoi et comment avoir un site web efficace pour promouvoir son site patrimonial. Voilà, donc l'objectif de ce webinaire, euh, bon, vous allez le voir, c'est vraiment d'identifier les points clés incontournables pour avoir un site web attractif et efficace et identifier des pistes d'action pour améliorer son site web. Tout le support que je vais vous présenter là vous sera envoyé à J plus quelques jours de ce webinaire. Voilà, vous pouvez prendre des notes, mais sachez que voilà, toutes les slides vous seront envoyées. Vous verrez dans mes slides, il y a plein d'exemples de liens cliquables. Donc, vous pourrez retrouver ça aussi pour regarder ça après à tête reposée. Je vais aussi un peu rajouter, voilà, enfoncer le clou de ce que disait Anne-Sophie au niveau de la formation qui va suivre ce webinaire. Donc, on vous propose en complément de ce webinaire une formation d'une journée entière qui aura lieu à Angers le jeudi 1er février. Voilà, où on ira vraiment plus dans le détail, où comme voilà, c'est une formation où on aura la chance d'être un certain nombre, mais pas un grand groupe, on pourra faire quasiment du cas par cas, regarder vos sites web, etc. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire à cette formation. Avant tout, je ne me suis pas présenté. Voilà. Donc moi, c'est Grégoire Chartrand. Voilà, j'ai une structure qui s'appelle le Weboscope. J'ai une quinzaine d'années d'expérience en communication touristique, voilà, notamment sur la partie digitale. Euh, donc avec ma structure, le Weboscope, j'apporte conseils et accompagnement en communication digitale touristique et plus particulièrement en création et en refonte de sites internet sur mesure pour les professionnels du tourisme et de la culture. Voilà. Et avant tout, bah, j'avais bossé aussi un certain nombre d'années, une quinzaine d'années en office de tourisme et en comité régional du tourisme. Voilà. Donc j'ai un peu une double expertise, on va dire, institutionnelle et voilà, pour aussi le côté pour les pros. Et je suis bien entendu formateur co-managing depuis 2022. Alors, on va rentrer un peu vraiment dans le contenu. Vous allez voir le format de ce webinaire. À certains moments, je vais vous interpeller, vous poser des questions pour quand même faire de l'interaction. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions à les poser, je vais vous interpeller sur différentes thématiques. Sachez qu'en toute fin, à 11h15, donc on se gardera un quart d'heure de questions-réponses, le webinaire se terminant à 11h30. Donc voilà, s'il y a des questions-réponses bien spécifiques voilà, qui ne seront pas abordées dans les premières thématiques qu'on va voir, n'hésitez pas à les garder pour la fin. On a un temps d'échange dédié. Donc les objectifs du webinaire, on en a parlé. Le programme du webinaire, pour rentrer plus dans le détail, là on est vraiment axé sur votre site internet, tout en sachant que voilà, le site web, un site web bien pensé et performant, représente vraiment la véritable colonne vertébrale de votre communication digitale. On va regarder après donc les 4 recommandations clés pour avoir un site performant. J'aurais pu mettre les 12 recommandations, mais bon, le webinaire ne faisant qu'une heure et demie, j'ai essayé vraiment d'aller à l'essentiel sur les points les plus importants à voir. Les écueils à éviter, il peut y en avoir un certain nombre. Là, on en a identifié 5 principaux vraiment à éviter sur son site web. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à 11h15, la partie questions-réponses. Alors, encore plus dans le détail, les différentes parties qu'on va voir. La première partie, ça va être surtout ce qu'est le préalable stratégique incontournable, vraiment la phase en amont, avant même de parler de site web, de communication, de réseaux sociaux, de newsletters ou autres. Voilà, se poser vraiment le cadre de la notion de positionnement, de cible et d'objectif. En deuxième partie, on verra tout ce qu'est la notion de séduction et d'immersion pour capter l'internaute. Ça, c'est vraiment, quand on travaille dans le monde du tourisme et de la culture, ben, ces points-là sur un site web sont vraiment voilà, capitaux. En troisième point, on parlera de la notion de parcours utilisateur. Donc, je la préciserai bien entendu en amont, et notamment l'importance d'un parcours utilisateur sans couture. Donc, bien entendu, ça vaut pour voilà, quelqu'un qui vient vous voir dans votre lieu, dans votre château, mais c'est pareil sur un site web. Proposer vraiment un parcours utilisateur sans couture, c'est quelque chose d'intéressant. En dernier point, sur les 4 recommandations clés, on verra voilà, un focus sur la billetterie en ligne, qui est devenu vraiment un véritable incontournable à présent.
Alors, donc on bascule sur le premier point, le préalable stratégique incontournable, connaître ses cibles et leurs attentes, définir son positionnement, définir ses objectifs. Donc je pense que sur cette partie-là, pour la grande majorité d'entre vous, c'est déjà des choses que vous avez déjà bien posées, bien calées stratégiquement, mais il nous semblait important quand même de le repositionner pour certains d'entre vous qui, voilà, peut-être sont en phase de création d'un nouveau site web ou réfléchissent à une refonte. C'est toujours intéressant à un moment donné de reposer ses bases de manière vraiment solide. Alors, sur les cibles, voilà, on souhaitait vous présenter dans un premier temps la notion de persona, un outil qui peut vraiment être intéressant pour affiner ses cibles et du coup proposer un site web en accord avec les différentes cibles et les différents personas qu'on peut avoir pensé en amont. Le persona, c'est vraiment un personnage semi-fictif qui représente l'ensemble de personnes qui partagent la même problématique par rapport à votre offre. En d'autres termes, c'est vraiment votre cœur de cible. C'est celui qui est vraiment susceptible d'être intéressé par vos produits, voilà, par les visites que vous proposez, que ce soit du château, des jardins, etc., des visites guidées, des visites à thèmes multiples et variés. Voilà, et généralement, quand on crée un persona, on essaie vraiment de l'identifier en lui donnant un prénom, différentes caractéristiques sociales, psychologiques. Voilà. C'est vraiment, il reprend les grandes caractéristiques, les caractéristiques saillantes de vos clients cibles, de vos clients réels ou de ceux que vous voudriez avoir, bien entendu. Euh, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Là, je vous ai posé des exemples de persona. Voilà, qu'est-ce qu'une fiche persona vraiment complète quand on va au bout de cette démarche qui est vraiment intéressante. Donc là, on est sur un client japonais, voilà, Shinji, le raffiné expérientiel, c'est ainsi qu'il a été nommé. Et dessous, bah, on peut voir un peu ses différentes caractéristiques, son profil, son âge, etc. Ses différentes valeurs, ça c'est intéressant. Son rapport au numérique, voilà, quels sont. Là, on peut voir notamment qu'au niveau de ses valeurs et ses buts, bah, voilà, il y a toute une partie découverte, culture qui pour lui est très intéressante. Je vous laisserai le temps après le webinaire de les regarder plus en détail. Là, une deuxième persona. Voilà, on voit que la construction de la fiche persona est un peu différente, mais on retrouve quand même les grandes mêmes rubriques. Pour créer ces personas, on peut le faire de manière assez simple. Il faut à minima bah, voilà, donner le nom du persona cible, lui définir une tranche d'âge, une catégorie socio-professionnelle, son emploi, son lieu de résidence, l'origine géographique, c'est important pour le web notamment. Ça peut avoir, voilà, si c'est quelqu'un qui vient de France ou d'étranger, ben voilà, ça peut être complètement différent au niveau du site web. Si c'est quelqu'un qui est anglophone, voilà, bah, par définition, pour répondre à ce persona, à ses attentes, il faudra que votre site web propose une version anglaise, par exemple. Ses motivations, ses différents freins. Je vous ai posé ici, vous verrez sur le lien, vous pourrez le cliquer dans le document qu'on vous enverra. Euh, un exemple vraiment très détaillé si vous voulez mener ce travail en interne de comment, voilà, bon, c'est un document un peu brut, mais où il y a vraiment toutes les informations principales sur comment créer son persona, pardon, et voilà les différentes rubriques qui sont intéressantes de penser. Voilà pour le persona. Dans un deuxième temps, voilà, là, je voulais savoir si on va faire un petit peu d'interactif. Si parmi vous, bah, est-ce que c'est quelque chose, une notion qui est connue? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé au niveau marketing en interne dans vos différentes structures? N'hésitez pas, voilà, voilà, à témoigner et puis si vous témoignez à remettre votre micro qu'on vous entende. Bon, bah, sur ce point-là, c'est Pas de intéressant. On persona, voit que pas de persona utilisé. bon, bah, pour moi, c'est vrai que souvent, c'est un acquis. J'imagine que les structures travaillent en amont sur cette notion-là, mais voilà, ça va vous donner matière à pouvoir réfléchir sur ce point-là et créer vos différents personas qui pourront vous aider dans votre positionnement et dans la rédaction de vos contenus, dans la rédaction dans la création de l'arborescence du site, etc. Ah, je vois qu'Héloïse de Saint-Nazaire nous dit qu'ils connaissent, mais qu'ils ne l'ont pas encore mise en place. D'accord. Et Laurence Hamilton, pour l'Association des châteaux de la Loire, voilà, vous avez fait ce travail pour l'association, en fait. OK. Ah, c'est D'accord. intéressant. Et vous avez déterminé plusieurs personas?
Euh, Effectivement, on a mené plusieurs personas. Bon, et ça tournait quand même beaucoup autour de la famille, mais comme on a fait un travail de refonte du site, enfin d'élaboration d'un cahier des charges, il était important de vraiment faire ce travail de persona comme vous l'avez dit avec l'agence. Ok, merci Laurence pour ce témoignage. Et c'est vrai que dans le cadre d'une refonte, si vous vous projetez cette année 2024 ou 2025 à effectuer une refonte de votre site, c'est vraiment cette étape-là, elle peut, voilà, je vous invite à vous poser sur la création de vos personas en autonomie ou via l'agence avec laquelle vous allez travailler. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, d'autres retours d'expérience? Bon, je me permets d'enchaîner. Oui, dans la messagerie, il y a quelques messages, Ah, mais de pardon. Ah oui, personnes le qui chat. n'ont pas, voilà, mais de personnes qui n'ont pas D'accord, encore ok. testé ou pas encore Super. utilisé. Valérie Hainaut, en fait, effectivement, Mm, du domaine des Poulaines. OK. mm. Le château de Lude aussi, Sophie, qui témoigne. Merci. Euh, alors, quand on a parlé de persona, de cible, on va aborder maintenant la notion de positionnement. Idem, c'est vrai que bon, je me suis permis en amont de ce webinaire de parcourir quasiment tous les sites web des membres de l'association. Et bon, c'est vrai qu'il y a différentes typologies de structures, des plus grandes, des plus petites, etc. Et c'est vrai que sur certains plus petits sites et tout ça, parfois la notion de positionnement, elle n'est pas évidente à trouver au premier regard quand on parcourt le site web. Donc voilà, ça me paraissait important de parler de positionnement. Vraiment, le positionnement, pour le définir, c'est la manière dont se présente votre offre dans l'esprit de vos cibles par rapport à vos concurrents. Et donc, voilà, ce positionnement regroupe 3 points. L'identité, vraiment ce que vous êtes, la structure, l'histoire, vos valeurs, etc. L'image, ce que les autres perçoivent de votre lieu. Et enfin, le positionnement, en fait, c'est ce en quoi vraiment vous êtes spécifique, ce en quoi vous êtes unique, ce qui peut vraiment créer de la préférence pour vous plutôt qu'à notre établissement. Donc, définir son positionnement, c'est un peu essayer de tirer la substantifique moelle de ce que vous êtes et de ce qui va vraiment pouvoir, du coup, intéresser une clientèle spécifique. Pourquoi on va venir chez vous et pas plutôt voilà, ailleurs, dans un autre château? Qu'est-ce qui va vraiment faire la différence, entre guillemets. Alors, il y a une méthode, bien entendu, pour définir son positionnement. C'est assez classique, mais la notion d'analyser le marché, avoir à disposition des chiffres clés, des tendances, les besoins clients, des opportunités, ça souvent, voilà, les institutionnels du tourisme sur vos territoires ont souvent beaucoup de données à pouvoir vous donner voilà, à vous donner pour voilà, avoir des chiffres clés. La deuxième partie, déterminer ses avantages concurrentiels, ce qui vous rend unique. Ça, c'est vraiment, je pense, le cœur de la méthodologie au niveau de son positionnement, parce que c'est vraiment des choses qui, derrière, on va devoir retrouver dans vos photos, dans vos vidéos, dans vos contenus rédactionnels. C'est vraiment, voilà, les lister et les mettre en avant, c'est le cœur du positionnement. Étudier la concurrence, voilà, ça, je pense que même si vous êtes tous membres d'une même association, vous n'êtes pas forcément des concurrents directs parce que parfois le territoire géographique peut être très vaste, mais peut-être d'une certaine manière, pour certains d'entre vous, vous êtes des concurrents. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'aller faire de la veille, de voir ce que font voilà, les différentes personnes, les différents membres de l'association, d'aller voir par exemple si tel château vient de mettre en ligne un nouveau site web, d'aller voir ce qu'il a fait, comment il a pensé la chose, etc. Voilà, en tout cas, étudier la concurrence, les forces, les faiblesses, les tarifs, les avis clients, ça vous permet aussi de définir votre positionnement et de le rendre encore plus spécifique. Et enfin, développer sa proposition de valeur et un positionnement, on revient avec les personas, les cibles, en lien avec vos cibles. Voilà, bon, définir effectivement quels sont les différents axes, si vous êtes plutôt sur une notion d'authenticité, de luxe, de qualité, de convivialité, d'engagement environnementaux. Voilà, on peut être sur plusieurs valeurs, bien entendu, en même temps, mais vouloir tout brosser dans sa proposition de valeur et son positionnement, pour faire des choix, ça peut être un peu complexe sinon. Donc voilà, sur la notion de positionnement, pour rendre les choses plus concrètes. Donc là, bon, on n'est pas sur une étude de positionnement global de chacun des lieux que je vais vous présenter, mais voilà, j'ai essayé un peu de parcourir sur les différents sites web de l'association
quelques exemples de positionnement que je trouvais sympa. Il y en avait plein, j'en ai retenu trois. Et donc, voilà, c'est pas le positionnement complet, mais c'est vraiment un peu le nom du lieu et un peu la baseline que j'ai pu trouver sur le site web assez rapidement. Donc, le Prieuré Saint-Côme, demeure de Ronsard. Donc là, la baseline, elle est assez simple et en termes de positionnement, elle part d'elle-même. Un paradis sur terre aux portes de Tours. Donc voilà, on se dit qu'effectivement, on va voir un lieu qui va être très, très beau et qui n'est pas loin de Tours. Donc voilà, c'est assez simple. Euh, Perpétuer l'art de recevoir loin des tumultes du monde. Donc voilà, là, typiquement, bah, on est dans un lieu qui se veut intemporel. On le voit rapidement. Et puis, voilà, sur la notion d'art de vivre, d'art de recevoir, voilà, se positionne très clairement. Et le domaine des Poulaines, voilà, une bulle de verdure aux portes de la Sologne, de la Touraine et du Berry. Idem, un peu comme le prieuré, la bulle de verdure, on a envie de la découvrir, on la devine et on voit le positionnement géographique. Je ne vais pas parler des logos, de l'identité visuelle, on en parlera un petit peu plus tard de la charte graphique, des choses comme ça. Euh, Et enfin, pour finir, donc on a vu la notion de persona, de cible, la notion de positionnement. Une fois qu'on a ces deux points, on peut vraiment définir ses objectifs. Où voulez-vous aller? Pour savoir où on va, bien entendu, bah, il faut être réaliste, voir les ressources qu'on a en interne, vos avantages, vos désavantages. Voilà, il y a des objectifs que, en fonction de la typologie de son lieu, on ne pourra jamais atteindre. Voilà. Et donc, il y a une méthode pour se fixer des objectifs qui est assez connue, qui s'appelle la méthode SMART. Voilà. Donc, chaque lettre, cet acronyme correspond à différents points qu'on va voir. Donc, le S de spécifique, donc des objectifs spécifiques, des objectifs précis, faciles à comprendre, des verbes d'action spécifiques. Juste avant d'aller plus loin, vraiment la notion de définir ses objectifs, notamment quand on crée un site web ou qu'on veut améliorer son site web existant ou qu'on veut faire une refonte, il faut vraiment se la poser parce que voilà, sur un site web, on peut faire beaucoup de choses. On peut aller vers l'expérientiel, de la séduction, de la formation pratique, de la réservation en ligne, proposer des fonctionnalités très simples et ou très complexes. Donc voilà, si vous êtes parfois en phase de rédaction de cahier des charges, voilà, il faut vraiment que les objectifs globaux de vos structures, mais aussi les objectifs principaux de votre site web soient vraiment posés. Donc là, la notion d'objectif, on est plus sur les, voilà, cette méthode-là, Smart, pourrait vous aider pour définir les objectifs de votre site web ou les redéfinir pour votre site web actuel. Donc des objectifs spécifiques, des objectifs mesurables, des objectifs qui sont donc chiffrables clairement et très nettement pour mesurer la réussite ou l'échec de l'objectif que vous étiez fixé. Des objectifs atteignables, voilà, ils doivent être accessibles, ambitieux, mais pas trop non plus. Réalistes, c'est un peu en lien avec atteignable, mais voilà, donc des objectifs réalistes, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en adéquation avec vos ressources et vos moyens. Voilà, si vous avez une équipe de 5 personnes et que vous voulez accueillir 1 million de personnes par an, ça risque peut-être d'être un peu compliqué. Voilà, la notion de ressources, par exemple. Et des objectifs temporellement définis. C'est vrai que je parlais tout à l'heure d'objectifs mesurables, chiffrables, mais la notion de temporalité, d'étape, de jalon, d'étape finale, elle est vraiment importante dans cette méthode SMART. Euh, voilà, bon, pour vous donner un exemple le plus précis de cette méthode SMART, voilà un exemple d'objectif marketing, par exemple, augmenter en 1 an le taux de remplissage de 5 points sur l'automne, voilà, sur une aile de saison. Un de vos objectifs 2024, bah, ça va être, voilà, juillet, août, bon, ok, j'ai du monde, mais je veux augmenter cette aile de saison automnale. Bah, voilà, ça, c'est mon objectif. Et après, bon, comment je vais y aller, c'est tout le, comment je vais y aller, c'est tout l'enjeu de trouver une fois l'objectif défini. Et exemple d'un objectif plus opérationnel, augmenter de 10% la fréquentation des pages produits de mon site web d'ici septembre 2024. Si vous avez par exemple une boutique en ligne sur votre site web et que vous voulez voilà, vous définir un objectif spécifique, celui-là, il est assez parlant. Euh, J'avais pas prévu forcément enfin, voilà, de questions-réponses sur la notion de positionnement et d'objectif, mais si parmi vous, il y a des personnes qui ont des questions ou qui veulent interagir, je suis tout oui, à votre écoute. J'ouvre en même temps le chat, voir s'il y a des questions. J'en profite pour boire un coup d'eau. Oui,
pas de questions pour le moment. OK, bon, Tout semble clair. super. Bon, bah merci. Parce que c'est vrai que parfois, parler un peu seul dans le cadre d'un webinaire, c'est un exercice qui est très intéressant. Mais voilà, c'est vrai qu'au moment donné où il y a de la participation, on constate qu'on est avec des gens en vrai, c'est encore mieux. Donc, maintenant, on va parler dans un deuxième point de tout ce qu'est la séduction et l'immersion pour capter l'internaute. Là, on va vraiment rentrer dans la partie web, dans la partie site web de manière plus précise, qui est vraiment l'objet du webinaire. Bon, va y avoir beaucoup d'anglicismes, je suis désolé, c'est vrai que dans le web, ben, voilà, il y a beaucoup l'anglais est une langue un peu dominante. J'ai essayé de les minimiser, mais il y en aura quelques-uns. Donc, le premier que je vous propose, c'est Content is King. Voilà, vraiment, le contenu est vraiment roi pour capter l'internaute. Mais c'est aussi, dans ce contenu, un exercice d'équilibre. Voilà, sur vos sites web, tout l'exercice d'équilibre, tout ce jeu-là réside dans le fait d'arriver à mêler de manière bien dosée les notions de séduction, d'inspiration, d'immersion, d'information pratique et de réassurance. Voilà, c'est vraiment toute la clé est là. Séduction et immersion et inspiration, qu'est-ce que j'entends par là? Des photos de qualité avec des formats assez variés, des angles de prise de vue aussi variés, pourquoi pas originaux, par exemple prix du ciel ou avec de la hauteur ou au contraire des choses en contre-plongée. Voilà. Bien entendu, des photos de qualité, j'entends par là aussi de la luminosité, de l'homogénéité, de la colorimétrie, du reportage photo. Alors ça, je l'ai pu voir sur un certain nombre de vos sites web. Je sais que le budget photo, ça peut être quelque chose d'assez conséquent, mais j'ai vu parfois des sites web où il y avait de très belles photos, mais quand on se balade sur les différentes pages, voilà, il y a un petit manque parfois d'homogénéité entre les différentes photos et voilà, ça peut être des pistes intéressantes à voir. Voilà, photo de qualité, des galeries photos. Et bien entendu, donc pour le web, là, je bascule un peu sur de la technique. Je sors de la partie séduction, immersion, inspiration. Mais autant que faire se peut, réduisez vraiment au minimal la taille de vos fichiers sans forcément perdre en qualité. Mais voilà, pour que votre site web ait un temps de chargement rapide, il est vraiment important qu'une photo en moyenne fasse moins de 500 KO pour le web. Donc ne mettez pas directement les photos du photographe ou celles que vous avez prises sur votre smartphone sans les réduire sur votre site web. Le temps de chargement s'en trouverait voilà, très réduit et Google n'aime pas ça, encore moins les utilisateurs. Séduction, immersion et inspiration, la vidéo. Alors, j'ai vu un grand nombre de vidéos sur vos sites web. C'est vrai que c'est un média qui est très prisé dans le monde du tourisme, notamment des vidéos dès la page d'accueil en plein écran, avec des vidéos vraiment inspirationnelles, des formats très courts de 30-40 secondes qui marchent bien, où on se balade, où on découvre le lieu. Voilà. Donc, c'est vrai que le format court marche très bien. Les vidéos aériennes par drone, depuis une dizaine, quinzaine d'années, on en voit beaucoup. Alors attention, trop de drones tue un peu le drone. Enfin, c'est un ressenti subjectif, mais voilà, je trouve parfois. L'intégration plein écran, j'en ai parlé. Et après, parfois sur des formats un peu plus longs, pardon, ben, j'ai vu des vidéos sympas où il y avait vraiment de la scénarisation, une bande son aussi intéressante et de l'humain notamment. Ça, c'est vraiment important. C'est vrai que proposer une vidéo qui n'est qu'une simple succession de plans séquences, un montage très simple, ça peut être intéressant pour un format très très court en page d'accueil. Mais si après vous voulez faire un format un peu plus long, la notion de scénarisation d'humain est vraiment voilà, intéressante. Séduction, immersion, inspiration aussi par des visuels au sens large et tout ce qui est l'iconographie que vous pouvez proposer sur votre site web. Parfois, les détails font vraiment la différence sur un site web. Voilà, si vous avez des pictogrammes personnalisés qui ont été réalisés par un graphiste ou qui sont vraiment voilà, typiquement qu'on ne retrouve que sur votre site web et pas ailleurs, bah, c'est des petits détails qui parfois font la différence. J'ai vu aussi parfois de belles illustrations de cartes, voilà, des illustrations très artistiques, des choses très jolies. Je vais vous les montrer tout à l'heure en exemple. Ça marche bien. Dans la séduction, dans l'immersion et l'inspiration, on a parlé de la photo, de la vidéo, mais il y a aussi d'autres typologies de formats qui marchent très très bien, notamment tout ce que sont les podcasts. Maintenant, le format son est très prisé par les utilisateurs. Voilà. Les visites virtuelles aussi, bon, ça on connaît depuis quelques années déjà, pour vraiment s'immerger totalement dans le lieu et proposer à l'internaute de quasiment découvrir tout ou partie du lieu avant même de venir pour qu'il puisse se projeter.
J'ai vu des choses sympas aussi avec des frises chronologiques très graphiques, des web documentaires aussi, des formats peut-être un peu plus complexes, un peu plus compliqués à faire, mais qui marchent très bien en termes de séduction. En termes d'immersion, voilà, la notion aussi de témoignage avec la mise en avant rédactionnelle d'expériences vécues. Ça, c'est quelque chose qui sont des formats qui permettent vraiment, bah, voilà, encore une fois, de mettre de l'humain et puis d'apporter un peu réassurance aux personnes qui vont découvrir votre site web pour se projeter un peu via la lecture d'un témoignage. On va rentrer un peu dans des exemples. Euh, donc, sur tous les exemples que je vais vous présenter, c'est volontairement des membres de l'association. Alors, bon, j'aurais pu mettre beaucoup d'exemples. J'en ai choisi quelques-uns. Au niveau de la qualité des galeries photos, j'ai choisi le Prieuré d'Orsan. On va aller explorer leur site web. On ne va pas y passer très longtemps, mais je voulais juste vous le présenter. Alors, je vais ouvrir le lien. Voilà, donc c'est vraiment au niveau des photos, il y a un travail photo qui a été fait, je pense, avec un photographe, un reportage photo dédié. Tout à l'heure, je parlais de colorimétrie et voilà, d'homogénéité du reportage photo. Typiquement, sur cette galerie photo du Prieuré d'Orsan, on n'est pas sur la page d'accueil. Là, on est vraiment sur quelque chose de très joli, vraiment de la très belle photo, avec des points de vue très complémentaires. Donc là, les galeries photos marche pas très bien. Ça doit peut-être venir de ma connexion. Non, c'est bon, ça y est, c'est chargé. C'était juste le temps de chargement. Peut-être les photos sont un peu lourdes. Mais voilà, il y a vraiment un très beau reportage photo avec des très belles choses. Surtout le site web et notamment cette page galerie photo. Ensuite, comme exemple, au niveau de la vidéo plein écran, dès la page d'accueil, j'ai repéré celle du Plessis-Massé, qui est très sympa. Donc, on ne va pas la regarder en entier, bien entendu. Mais voilà, là, dès qu'on arrive sur la page d'accueil, eh ben, on a une belle vidéo plein écran qui commence par voilà, un plan de vue en drone. Et après, il y a de l'humain directement. Voilà. Il y a quelques mots-clés, voilà, incarner, surprendre. Je la trouve vraiment assez simple. On voit les différentes cibles. On voit une cible famille, typiquement. On voit que les enfants vont pouvoir s'amuser. On voit aussi là un peu d'autres personas, des gens voilà, plus CSP, etc., visite guidée. Voilà, bon, le format est très court. Je pense qu'il fait moins d'une minute. Mais voilà, une vidéo très simple qui, je pense, n'a pas dû, voilà, n'a pas dû représenter un budget pharaonique, mais qui marche très bien. Voilà, éblouir des choses. On part dans le domaine artistique aussi, c'est sympa. Séduction, immersion et inspiration, un autre exemple. Même, voilà, on pense souvent aux galeries photos. Là, j'ai trouvé sur ce site web une galerie vidéo. Voilà, si vous avez proposé, si au fil du temps, vous avez réalisé plusieurs vidéos, ben, pourquoi pas sur votre site web pourquoi pas proposer une page où il y a voilà, des galeries vidéo de plusieurs vidéos. Je trouve ça assez original, assez sympa. Séduction, immersion, inspiration par des icônes personnalisées. Bah voilà, typiquement l'abbaye de Fontevraud. Quand on arrive sur sa page d'accueil, donc le menu du site est à gauche. Et là, bah, directement, je trouve que l'iconographie, qui est assez simple, marche très bien. L'abbaye royale, musée, saison culturelle, les clés pour l'hôtel. Voilà, ça c'est vraiment une iconographie dans ce menu-là qui marche hyper bien. C'est des petits détails, mais qui en termes de séduction peuvent faire la différence. Tout à l'heure, je vous parlais d'illustration. Là, on est sur la Cité royale de Loches, qui, sur son site web, propose un très beau plan de la Cité royale, je trouve. Voilà, avec une belle illustration. On va aller sur la page dédiée. Une vue d'ensemble de la ville vous est proposée pour découvrir la Cité royale de Loches. Donc, elle n'est pas du tout interactive ou des choses comme ça, mais l'image est très jolie. Et voilà, moi-même ayant bien visité ce lieu-là en famille avec mes enfants, ben, je le reconnais bien et je trouve ça très joli. J'en suis là. Voilà. Ensuite, les vues aériennes. Alors, le château de Brissac a une très belle vue aérienne qu'on peut voir, qu'on peut trouver sur Google Maps. Donc voilà, on peut se balader, voilà, vue du ciel et voir un peu tout le château de Brissac, tout son domaine aux alentours. Voilà, se balader vraiment, c'est assez sympa, c'est un peu bien fait. C'est vrai que ça, c'est des choses qui existent déjà depuis une dizaine, quinzaine d'années, mais pour autant, je trouve que voilà, c'est pas daté, ça fonctionne vraiment bien.
Pareil, alors toujours le château de Brissac qui doit être fan de ce genre de contenu immersif propose aussi sur son site web plusieurs visites virtuelles. Alors ça va très très loin. Il y a des visites virtuelles de la façade, du parc, du pont, du vestibule. Enfin bref, je ne vais pas activer l'audio. Non, mais on peut se balader, voilà, vraiment un peu partout. C'est presque, voilà, presque on peut découvrir l'ensemble du château. Bon, je pense qu'en termes Voir. d'émotion. Oui, Pardon, pardon. je me permets juste Oui, d'intervenir là pour le coup parce que je connais l'exemple effectivement de Brissac qui a en fait ça a une double utilité puisque lorsque les visiteurs se présentent aussi sur le site sur le château, les visiteurs par exemple qui ne pourraient pas accéder à des parties d'accord. élevées à Ok, l'étage, et bien en fait lorsqu'ils se présentent au ok, château de Brissac, donc ils peuvent visiter une certaine partie et puis on leur renvoie aussi voilà vers la visite virtuelle, donc ça a d'accord. un Pour toutes les double. personnes, personnes à mobilité réduite notamment. Voilà, Ok. notamment, ouais. Ben, c'est intéressant. Après, j'allais remercier Anne-Sophie. J'allais juste aussi rebondir quand même sur le fait que, voilà, parfois, il faut garder une certaine part de mystère sur son lieu et peut-être ne pas forcément trop tout dévoiler sur son site web. Ça, c'est une vision un peu subjective. Mais voilà, présenter de belles photos, de belles vidéos, c'est intéressant. Mais voilà, garder une part de mystère pour que la personne ait envie de venir. Visite virtuelle, frise chronologique. Tout à l'heure, je vous parlais de frise chronologique. Le domaine de Poulennes propose une frise chronologique sur son site qui est assez simple, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel en termes de fonctionnalité technique, mais c'est juste une page où il y a un scrolling, où on descend, et puis voilà, l'origine du domaine, ici avec des textes anciens. On est un peu dans un format web documentaire qui réunit différentes typologies de documents. Voilà, la frise chronologique continue et puis on découvre toute l'histoire. Donc, je ne vais pas voilà, vous la faire découvrir dans sa totalité ici, on n'a pas le temps, mais c'est vraiment bien fait. Il y a de belles typographies en plus qui ont été utilisées. Ça marche bien. Je trouve que voilà, la partie aussi gauche, droite, etc. On joue avec des photos, du rédactionnel, ça marche assez bien. Voilà, des anciens plans. Ça, en termes de séduction et d'immersion, on y est. On est en plein dedans. Est-ce que sur cette partie séduction, immersion et inspiration, vous avez des questions, des retours d'expérience à partager, des interrogations spécifiques? Je vous invite à utiliser le chat ou à parler. Grégoire, tu as pris plusieurs fois un exemple, le domaine de Poulennes. Je ne sais pas, Valérie, Oui, vous qui êtes connectée, je ne sais pas si vous voulez tout à fait. peut-être nous témoigner un peu de enfin, de la façon dont vous avez imaginé justement votre site web. Je trouve le site web d'une manière globale du domaine des poulaines particulièrement bien fait, notamment au niveau de l'arborescence et tout ça. Euh, voilà, il est sobre et efficace. Peut-être qu'elle est en pause. Bon, en tout cas, Sophie, merci, c'était une bonne idée. Bon, si vous n'avez pas de questions de retour d'expérience, je me permets d'enchaîner. Oui, vous m'entendez là? Ah oui, tout à fait. Nous vous entendons bien. Euh, Barbara Nicolaï, Château du Lude. OK. Je regardais ce que vous proposiez, enfin, ce que vous préconisiez comme des belles photos sur la page d'accueil et entre autres des vidéos. Et moi, je me souviens quand on avait rafraîchi notre site, on l'avait refondu, on avait mis une vidéo et, euh, et en fait, cette vidéo était lourde et je me suis aperçue qu'à ouvrir le site, ça mettait un certain temps Temps de chargement long. à sortir et à se dérouler. Du coup, on a carrément enlevé, on a D'accord. remis une photo fixe, quoi. Bah ça, c'est vrai que c'est le temps de chargement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment très, 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 très important et pour l'utilisateur et pour le référencement et voilà. Mais après, il y a des moyens
par exemple, si la vidéo est effectivement, enfin, je prends un exemple, qu'elle est très longue, qu'elle est très très lourde, qu'elle fait 1 giga ou 500 MO ou même ne serait-ce que 100 MO et qu'elle est hébergée sur votre propre serveur et que vous n'avez pas un serveur qui envoie du lourd, comme on dit, le temps de chargement peut être très très long, notamment pour une personne qui se connecte sur votre site web depuis son smartphone au fin fond d'une vallée alpine et qui n'a même pas la 3G. Bref. Ben, même pas au fin fond d'une vallée alpine, hein, Ok, dans ok. un petit Mais coin de la après, Mayenne ou de il y la a Sarthe, ça suffit, hein. d'accord. Mais après, il y a des solutions tierces qui existent. Souvent, ce qui est intéressant, c'est de publier cette vidéo-là sur une plateforme telle que YouTube et ou Vimeo. Et du Oui. coup, après, d'intégrer ce lien-là, techniquement, c'est assez facile sur votre site web pour Oui, que. mais alors techniquement, ça veut dire qu'on peut intégrer donc une vidéo YouTube sur le bandeau d'accueil de Oui, son site. alors ça dépend quel outil utilise votre site, mais voilà, moi par exemple, pour vous donner un exemple précis, je travaille avec WordPress. Avec Oui, nous aussi. WordPress, et plus un constructeur de pages spécifique, mais voilà, il y en a plein comme Elementor, Brizy, etc. Où vous pouvez mettre directement une vidéo en plein écran, en full screen, juste en copiant, collant le lien de la vidéo YouTube ou Vimeo, quoi. C'est assez simple. D'accord. Après, ça dépend de l'outil qu'on a. Et effectivement, merci pour votre témoignage parce que ça permet de décharger votre serveur du temps de chargement de la vidéo et de profiter des performances des serveurs de YouTube et Vimeo qui, eux, ont des serveurs voilà, où les temps de chargement, de latence sont quasiment nuls, quoi. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Bon, donc c'est technique, quoi. Là, on est d'accord, c'est technique. Après, il y a un point qui va un peu plus loin que la technique quand même. C'est, je vous conseille, si vous arrivez à remettre votre vidéo via une plateforme, c'est sur la version mobile, privilégiez toujours une photo. Parce que ça, c'est vraiment plutôt, on est sur de Ah, l'ergonomie, de l'expérience qu'est-ce que vous utilisateur. appelez pardon, qu'est-ce que vous appelez la version mobile? Alors, la version mobile, excusez-moi, c'est celle que, voilà, votre site web, quand on le parcourt depuis un smartphone. Ah oui, Voilà, d'accord. voilà. Mais Normalement, ce avec que font WordPress, 90% des gens, quoi. Ouais. alors, on va dire 70, mais peut-être en saison 90, oui, quand les gens sont Hmm. en itinérance, on est d'accord. Hmm. Ok. Ouais, c'est vrai qu'une vidéo sur un smartphone, des fois, en termes de navigation, ça peut être un peu. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est la vidéo où il y a le son qui se lance par défaut. Parce que si la personne est discrètement en réunion en train de regarder son prochain, ce qu'il va faire ce week-end, et que d'un seul coup, il y a le son qui sort de son smartphone, euh, voilà, la personne peut être mal à l'aise d'un seul coup. Et quitter Oui, votre site j'imagine. très rapidement, du coup. OK. Ben, Ok, merci merci. pour cette question. Et c'est vrai que c'est très juste, optimiser le temps de chargement d'une page d'accueil. Est-ce qu'il y a Merci. d'autres retours, d'autres questions? OK. Domaine du lude, merci. Euh, donc, on a vu la partie séduction, immersion, émotion. On va passer maintenant sur la partie info pratique. Euh, Effectivement, votre site web doit présenter un certain nombre de pages avec des informations pratiques. Les informations pratiques voilà, sont très rapidement recherchées par l'internaute. Donc, ça peut être voilà, des différents produits, les prestations que vous proposez, des offres spéciales en fonction des saisons, des choses comme ça. Et bien entendu aussi votre page tarif, voilà, autant faire se peut qu'elle soit à jour. Pourquoi pas aussi proposer, j'ai vu plein de sites web de l'association qui proposent un espace pro dédié pour les professionnels ou pour les journalistes. Ça, je trouve ça très, très intéressant en termes de cible. Proposer aussi une rubrique blog, agenda régulièrement alimenté. Ça, c'est vraiment un plus, notamment en termes de référencement. Euh, Ensuite, je crois que j'entends une personne qui n'a peut-être pas coupé son micro et qui boit, qui pose sa tasse sur son bureau. Peut-être qu'elle se reconnaîtra. Différentes foires aux questions, la partie info pratique, les foires aux questions, ça marche bien. Je vous en montrerai une que j'ai trouvée qui était bien faite. Foires aux questions ou questions fréquentes. Information pratique, donc formulaire de contact, des formulaires de demande de devis pour les groupes, des choses comme ça. Les pages conditions générales de vente. Très important dans les infos pratiques, le plan détaillé, le plan d'accès, que ce soit via une cartographie dessinée ou une cartographie Google Maps, les accès pour les personnes à mobilité réduite, infos pratiques, réservation en ligne pour tout ce qui est billetterie et ou hébergement et ou événementiel si vous proposez ceci.
les liens vers les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas forcément une info pratique, mais il m'arrive fréquemment voilà, certains clients que je peux accompagner dans le monde du tourisme et de la culture. Certains ont un très, très beau site web. Ils sont par ailleurs très actifs sur Instagram ou sur Facebook, mais sur leur site web, nulle part, ils mettent le lien avec un petit pictogramme vers leur page Facebook ou Instagram. C'est dommage. Voilà. Boucler la boucle, c'est des choses assez simples en termes d'information pratique, mais à mettre en avant. Je vais partir dans mes exemples illustrés qui sont d'autant plus parlants. Là, on est sur le château d'Amboise qui, voilà, au niveau accès et parking, propose une carte. Alors, bon, là, déjà, enfin, si je me permets, sur la page d'accueil, on est sur quelque chose de très sobre, de très épuré, avec une photo en fond. C'est vraiment hyper efficace. Bref, si je scrolle un peu plus bas, donc là, on voit les infos pratiques, les tarifs sont visibles. Voilà. Sachez que les tarifs sont très rapidement recherchés par l'internaute sur les statistiques web des différents sites web que je peux suivre de manière hebdomadaire. La page tarif, elle arrive souvent dans le top 5 des pages les plus fréquentées. Donc, pourquoi pas les faire remonter directement depuis la page d'accueil. Voilà, c'est la partie que je voulais vous montrer. Accès et parking. Donc là, on a des liens sur comment se rendre au château d'Amboise, comment se garer, si on vient en train, si on est en vélo, le plan de stationnement, les horaires des bus. Ici, une cartographie globale pour positionner le château d'Amboise en termes de durée de principales villes alentours, enfin plus ou moins proches. Clermont-Ferrand, c'est pas trop alentour, mais voilà. Donc je trouve que là, en termes d'infos pratiques, cette partie-là, elle marche très très bien. Ensuite, pareil, cartographie interactive. Là, on est sur la forteresse royale de Chinon. Bon, ça, c'est des développements qui peuvent être un peu plus lourds. Si on n'a pas le budget, c'est un peu compliqué de développer une cartographie interactive. Mais en tout cas, ça peut être des outils qui marchent bien pour découvrir le lieu, préparer sa visite. Ou alors, comme tu le disais tout à l'heure, Anne-Sophie, découvrir des parties voilà, du château qui ne sont pas accessibles au grand public, ça peut être voilà, là, intéressant. Voilà, quand on clique sur un lien, bah là, il y a une simple pop-up qui s'ouvre et qui nous donne les informations. Bah, et par exemple, avec la vue qu'on peut avoir depuis le chemin de ronde et la tour de l'horloge du château de Chinon, c'est assez beau. Donc là, on frôle et l'immersion et la séduction et l'information pratique. C'est un mix entre les deux d'ailleurs. Cartographie interactive, billetterie en ligne. Donc là, typiquement, bah, j'ai quand même la grande majorité des sites de l'association proposent la billetterie en ligne. J'ai vu un seul site web où sur la page d'accueil, c'est écrit «Nous n'avons pas de billetterie en ligne, merci de nous contacter». Donc ça, c'est un peu dommage. On y viendra enfin sur la billetterie. Billetterie en ligne, donc là, on est sur Villandry qui propose voilà, un système de billetterie qui est vraiment bien fait pour découvrir les châteaux, voilà, et une autre pour les jardins. Très clairement, on sait où on va directement. La réservation d'hébergement, des membres de l'association sont aussi des lieux qui proposent des chambres d'eau, des gîtes. Donc voilà, en termes d'informations pratiques, d'outils pratiques même, avoir le moteur de réservation, ben, ça c'est important. Je ferai vraiment un focus tout à la fin sur tout ce qui est la partie réservation en ligne, parce que notamment voilà, au niveau régional, il existe des outils qu'on peut vous mettre, qui sont mis à disposition à des tarifs hyper intéressants. Voilà, là on est sur la réservation de l'hébergement. Hop là. Information pratique, donc là, le formulaire de contact, vraiment, je reviens sur le domaine des poulettes, mais bon, voilà, le site est bien fait. Voilà, le formulaire de contact, souvent, on a tendance c'est un peu le parent pauvre de la page Contactez-nous, mais on peut rendre un formulaire de contact très, très attractif. Ici, on voit d'ailleurs que si je vais sur la page, on peut même un peu affiner. Voilà, là, on est plutôt sur du marketing, mais quand vous faites un formulaire de contact, essayez d'avoir déjà des informations qui vous arrivent et qui sont déjà bien segmentées. Donc là, bon, nom, prénom, téléphone, mais ici, voilà, on sait déjà quel est l'objet plus ou moins de la demande de la personne. Donc, pareil, si vous avez si vous proposez par exemple de l'événementiel et qu'on peut réserver votre lieu pour un mariage ou pour des séminaires, etc., et que sur cette page-là, vous proposez un formulaire de demande très détaillé avec le nombre de personnes qui vont venir, les dates souhaitées, quel est le nom de l'entreprise, le nom de la personne au sein de l'entreprise qui organise le séminaire, etc. Ça, c'est des choses importantes à penser. Voilà, on parlait d'accessibilité tout à l'heure. Là, on est sur bon, le château des Ducs de Bretagne et le musée d'histoire de Nantes. Mais voilà, eux,
C'est un lieu qui, voilà, au niveau accessibilité, je descends à cette rubrique-là, qui est un château accessible pour tout. Donc voilà, ils l'ont mis en avant dès la page d'accueil. C'est vraiment une information pratique très importante. Et si on déroule sur la page après, et ben là, en fonction en fonction des différents handicaps dans lequel ou dans lesquels on peut se trouver, et ben on a vraiment un détail des choses. Voilà, c'est une page information pratique. On l'a même en vidéo, ça c'est intéressant. En langue des signes, vidéo. Agenda thématique. Donc là, je vais aller sur, par exemple, le musée Balzac, qui a un très beau site web aussi. Je ne sais pas de quand il date, mais alors je clique sur le lien. Il y va. Je vais peut-être fermer quelques onglets parce que j'en ai ouvert un paquet. Le navigateur va ramer sinon. Alors, voilà, là on est sur un agenda, donc le château de Saché, musée Balzac. Là, par exemple, ils ont vraiment une catégorie blog agenda qui est hyper fournie, vraiment hyper bien faite. On peut filtrer avec un système voilà, de navigation qui permet de filtrer en fonction de ce qu'on recherche par exposition, en famille, etc. Je le trouve très bien fait et surtout, il est hyper fourni et la dernière actu ne date pas de novembre 2019. Je schématise, mais voilà, c'est vrai que parfois on voit un peu ça. Là, en termes d'information pratique, si la personne voilà, veut rapidement voir en termes d'événementiel ce qu'il y a dans les jours à venir, elle le trouve très facilement. La foire aux questions, je vous en parlais tout à l'heure. Alors, la foire aux questions, c'est vraiment un outil qui a deux possibilités intéressantes. D'abord, c'est vraiment un gain de temps pour vos équipes qui sont au standard téléphone ou au mail, parce que voilà, je pense qu'elles répondent très souvent, une fois, deux fois, 50 fois à la même question par jour. Si vous avez une foire aux questions très très bien faite, très très bien pensée, ça peut être vraiment un gain de temps. Voilà, je pense que vous verrez que vous aurez moins d'appels sur des sujets assez redondants et du coup, au niveau téléphonique, vous pourrez vous concentrer sur des tâches plus intéressantes et moins, voilà, comment on va dire, répétitives. Et surtout, ça a aussi la foire aux questions. Alors, je ne vais pas trop parler de référencement naturel, mais ça a vraiment un bel intérêt au niveau référencement naturel, parce que de plus en plus, les internautes posent des questions très, très détaillées sur Internet. Donc, si vous arrivez à répondre à ces questions dans votre foire aux questions, c'est gagné. La foire aux questions ici, donc bon, là on est aussi sur un site web emblématique, celui de Villandry. Mais ils ont vraiment une foire aux questions qui est hyper bien faite. Puis-je visiter Villandry avec mon chien? Première question. Ai-je le droit de pique-niquer dans les jardins? Bon, c'est des choses assez classiques. Le petit système d'accordéon marche bien. Ça évite d'avoir une page qui fait 4 km de long. Voilà, c'est assez malin. Euh, voilà, et derrière, ben, il pousse un peu aussi de l'information pour vous suivre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je la trouve très bien faite. Pour aller voir dessus si vous voulez un jour créer une foire aux questions et vous en inspirer. Euh, les liens vers les réseaux sociaux, donc là, on retourne sur la forteresse royale de Chinon. Je ne vais pas forcément ouvrir le site, mais si, on va le faire. Allez. Là, on voit rapidement que les réseaux sociaux, on peut y accéder facilement. Ils sont sur Facebook, sur Insta, sur bon, ex-Twitter, X, sur YouTube, sur TripAdvisor. Et ils font même remonter ici via un hashtag spécifique les photos Instagram des personnes qui sont venues visiter la forteresse. Donc ça marche bien. Et on voit que ben voilà, c'est très daté, hein, 19 janvier, 18 janvier, on voit des belles couleurs hivernales. L'outil est fonctionnel, il marche bien. Est-ce que voilà, vous avez des retours d'expérience, des questions spécifiques sur cette partie information pratique? Comment les valoriser sur son site web? Comment les mettre en avant, pardon. Me permet de boire un peu. Anne-Sophie, des... Non, je voulais juste effectivement dire qu'effectivement, là, tu as donné beaucoup d'exemples qui sont chouettes et je pense que c'est aussi la force du réseau et notamment effectivement pour ceux qui sont membres de l'association de pouvoir échanger entre vous et plutôt que de vous voir comme concurrent, enfin justement échanger un peu les bonnes pratiques et peut-être voir en effet ce qui marche ou contacter l'un ou l'autre pour voilà, s'inspirer en toute bonne intelligence de certaines pratiques. Et Ok. merci Sophie pour le château du Lude, effectivement, sur le fait que la foire aux questions, en effet, est bien utile et ça évite Ouais.
Ça permet aussi peut-être des fois de désengorger l'accueil téléphonique ou Ouais. enfin voilà, de répondre en amont, en tout cas aux questions que les gens pourraient se poser. Ouais, Oui, c'est vrai qu'on a remarqué, c'était surtout très flagrant au niveau du Covid, mais c'est vrai qu'on avait remarqué qu'au niveau du standard téléphonique, on avait des questions récurrentes. Pourtant, l'information était sur le site internet, mais les visiteurs n'avaient pas forcément le temps oui. ou l'idée Oui, ou d'aller les c'était chercher. éparpillé dans différents Voilà, endroits, peut-être. ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que je voyais Villandry, par exemple, les questions, est-ce que je peux venir avec mon chien? Est-ce que je peux venir pique-niquer? Toutes ces questions-là qui sont un peu éparpillées, c'est Ouais. vrai que si on peut les regrouper toutes sur une même page, Ou parfois farfelu aussi. oui, voilà, c'est vrai. Mais des fois, c'est des questions qui reviennent souvent. Donc, si elles peuvent être clairement exprimées avec une réponse claire, c'est vrai que Mm. ça peut être un gain de temps énorme sur le standard téléphonique, ouais, c'est sûr. Voilà. Après, je parlais de la partie SEO. Vous pouvez même imaginer une question, quel est le plus beau des pays châteaux de la Loire à visiter et y répondre en disant que c'est vous. Et ça, peut-être que quelqu'un va taper un jour cette requête sur Internet et peut-être sur Internet, pardon, et peut-être que vous remonterez grâce à votre foire aux questions. Non, ça c'est pour un peu d'humour, mais j'ai Mhm. déjà accompagné un hôtel bon, vers Montpellier, dans une autre région qui effectivement avait très peu de personnes à l'accueil, des problématiques de recrutement, etc. Et depuis qu'ils ont fait leur foire aux questions et qu'ils l'ont vraiment bien mise en avant sur leur site web, bah, ils ont moins de mails, ils ont moins d'appels téléphoniques. Et quand c'est un appel, c'est plutôt pour une réservation que pour des questions. Voilà, redondantes. On gagne en efficacité en fait de travail et on est moins Ben interrompu ouais, par ouais, ouais. des choses récurrentes, ouais, c'est sûr. Bah, merci beaucoup. Ben de Oui, ben rien. nous aussi, au domaine de Poulaine, c'est pareil, la foire aux questions, c'est ce que je dois écrire depuis un an et que j'ai D'accord. jamais eu le temps Ok. d'écrire. Et Ok. donc voilà, et c'est vrai que j'ai des questions récurrentes là encore sur les chèques vacances. Ok. La seule chose que je me posais justement comme question, c'est cette foire aux questions, elle peut être différente, mais enfin, il y a à la fois les hébergements et à la fois le jardin. Et en fait, c'est vrai qu'il faut que j'arrive à que ça soit À la thématiser. Je ouais, pense que à la vous pouvez thématique. la rubriquer, faire une rubrique votre visite des jardins et puis vous séjourner et là faire les différentes questions en fonction de ces deux thématiques-là. Ouais, voilà, donc c'est juste une question de temps. Ça peut être chronophage, mais ce sera gagner du temps pour le futur. Oui, vous avez raison. Merci. Merci aussi Héloïse pour qui nous dit voilà pour notamment l'agenda du château Balzac, voilà, qui est assez bien fait, où on peut filtrer les infos de manière assez intuitive et assez rapide. Je vois que le temps défile, je me permets d'enchaîner. Alors, la notion de réassurance, ça, c'est une chose que il est plus difficile à mettre, c'est plus diffus sur un site web, mais vraiment, l'internaute, il a besoin d'être rassuré. C'est quelque chose de, voilà, on a besoin de lui dire que la visite va être facile, que s'il n'y a pas trop d'escaliers ou de choses comme ça, je ne sais pas si c'est le cas, par exemple, il a besoin de voir des avis clients, des choses comme ça, qui est un paiement sécurisé. Enfin bref, voilà, la réassurance, c'est quelque chose qui est assez diffus, qui peut à la fois être visuel, à la fois des éléments rédactionnels, mais c'est quelque chose un axe qui est intéressant à déployer sur son site web. Alors, bien entendu, la notion d'avis client, maintenant, 75% des visiteurs, des touristes en amont lisent les avis avant de réserver. Donc ça, c'est voilà, comment dire, si vous avez déjà une fiche établissement Google, bah ça c'est super. Voilà, les gens vont voir les avis sur TripAdvisor, etc. Mais autant essayer d'avoir sur votre page d'accueil de faire remonter les 4-5 derniers avis ou voilà des avis phares, c'est vraiment important parce que les gens à un moment donné vont chercher de l'avis. S'ils les trouvent directement sur votre site web, ça peut être un gain de temps et puis ça va les réassurer, les rassurer rapidement. En termes de réassurance, il y a d'autres points aussi, la mise en avant de vos valeurs, de vos différents engagements sociétaux, environnementaux, etc. La réassurance, ça passe aussi par l'humanisation de la relation. J'ai vu des faux. Alors, bon, quand on a un gros site qui n'est pas familial, etc., on peut par exemple présenter l'équipe. Quand on est un plus petit lieu familial ou avec une équipe réduite, voilà, vraiment humaniser la relation avec une page qui sommes-nous, une page présentation de notre équipe, pourquoi pas un peu fun. Ben ça, voilà, les gens se projettent plus facilement. Ils voient que, outre derrière un lieu qui porte de l'histoire, du patrimoine architectural, etc., il y a aussi des gens qui le font vivre. Mettre en avant les logos de vos partenaires, ça paraît assez évident, mais voilà, si vous êtes enfin, voilà, labellisé voilà, de certains labels et tout ça, ben, voilà, faut capitaliser et communiquer dessus.
Les notions de revue de presse aussi, si vous accueillez si vous accueillez la presse au courant, voilà, des fois vous organisez des accueils presse, des points presse, des reportages photos, etc. Bah, mettez-les en ligne sur votre site web. Les gens, voilà, comment dire, ça donnera encore plus de crédit à votre identité. La notion de paiement sécurisé aussi pour tout ce qui est la réservation en ligne. Rajouter une petite icône paiement sécurisé, bah, tout de suite, ça peut rassurer certaines typologies de personnes qui parfois, même si de moins en moins les gens hésitent à sortir leur carte bleue en ligne parce que voilà, les choses ont quand même bien évolué et tout est assez sécurisé maintenant, c'est intéressant. On va partir sur des exemples. La billetterie en ligne, donc là, du château de Montrésor. Donc, bah, tout de suite, ici, on a le logo Visa. Donc, voilà. Et puis derrière, on nous dit comment ça marche. On en réassure. Vous sélectionnez étape 1, étape 2, vous payez. Étape 3, vous recevrez directement votre billet par mail. Bref, ça marche hyper bien. Là, on est tout de suite réassuré. On sait comment ça va marcher. Les avis clients, donc là, par exemple, alors on sort un peu des adhérents de l'association parce que je n'ai pas forcément retrouvé de remontée d'avis clients hyper très visuel voilà, sur les sites web de l'asso. Donc là, c'est un site web que j'ai créé il y a 1 an maintenant pour le château de Nazé. C'est un gîte, pardon, ce sont des chambres d'hôtes à côté de Saumur, à Vivi, bref. Et donc directement, voilà, ils ont une page avis sur laquelle on fait remonter, enfin, on positionne le fait que sur TripAdvisor, il y ait 95 avis, qu'ils ont une note de 5 sur 5, 70 avis sur Google, une note de 4,9, d'eb sur Booking. Et là, on peut cliquer à chaque fois pour aller voir les avis sur la plateforme dédiée. Donc ça, c'est des choses hyper simples à mettre en place, mais ça fonctionne bien. Après, vous pouvez faire remonter, il y a des widgets aussi qui vous permettent de faire remonter automatiquement les avis. Enfin, techniquement, il y a plein de solutions. Là, on est sur le prieuré d'Orsan. Je vous en ai parlé tout à l'heure pour les photos, mais ils ont une page dédiée sur leurs engagements RSE. Donc, voilà, c'est une page qui est assez simple, mais qui est là et qui a le mérite d'être là. Les labels et partenaires. Donc là, voilà, on est sur le château d'Einel-le-Viel. Je ne sais pas si je le prononce bien, excusez-moi. Où voilà, il y a une partie où il positionne tous ces labels et partenaires, monuments historiques, demeures historiques, château de la Loire, Bourges-Berry-Province, etc., région Centre-Val de Loire. Donc ça c'est important de le positionner aussi. Ça doit être un lieu d'hébergement et les gîtes de France aussi. Voilà. La revue de presse, là, on est sur le domaine de Chaumont-sur-Loire qui a vraiment une page revue de presse hyper détaillée. Donc, on peut trouver les revues de presse de chaque quadrimestre, voilà, et on peut remonter dans le temps aussi sur les années précédentes. Donc là, si on va en voir une, par exemple, celle du dernier quadrimestre 2023, bah, on peut télécharger les derniers documents en PDF. Donc voilà, si vous investissez dans de la presse, bah, autant le valoriser sur votre site web. Là, on est sur Gartenfestival in Chaumont-sur-Loire, donc sur des journalistes allemands qui ont dû venir visiter le lieu et qui en font la promotion dans cette brochure papier. Bref. Si je reviens là, la partie revue de presse. Voilà, donc là, c'était vraiment sur toute la partie réassurance. Donc, on a vu la partie séduction-émotion, on a vu la partie info-pratique, on a vu la partie réassurance. Voilà, un beau site web bien équilibré, bah, c'est le jeu de trouver justement le juste équilibre entre tous ces niveaux d'information. On va basculer maintenant sur la notion de parcours utilisateur sans couture. J'en ai parlé un petit peu au début. Le parcours utilisateur, c'est comment l'internaute qui arrive sur votre page, que ce soit la page d'accueil ou une autre page en fonction de la recherche qu'il a fait sur Google, c'est comment vous lui prenez la main pour qu'il aille là où vous souhaitez qu'il aille. Le plus souvent à la réservation, mais pas que, ou à une page contact ou des choses comme ça. Vraiment, ce parcours-là, il doit être pensé et il doit être sans couture. Voilà, c'est pour moi, enfin, je l'ai écrit là, mais vraiment, il faut essayer pour avoir un parcours fluide, de prendre l'utilisateur par la main, je l'ai déjà dit, en essayant de penser vraiment en amont chacun de ses parcours potentiels, en fonction des différents types de personas, en fonction de son intention de recherche. C'est vraiment, voilà, tout l'enjeu est là. Euh, un parcours utilisateur sans couture, ça passe par une arborescence. Donc l'arborescence, c'est le plan du site, le menu, les pages, les sous-pages, les sous-sous-pages. Donc ça passe par une arborescence vraiment pensée
est centré sur ses cibles. Ça passe par des landing pages, des pages spécifiques dédiées par persona ou par intention de recherche. Ça passe par un menu principal, des sous-pages, un maillage interne vraiment pertinent. Ça passe par une expérience utilisateur mobile first, ça se passe par la notion de responsive design, ça passe par une navigation simple et conviviale. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que voilà, on a toute la formation du 1er février. Je refais un petit focus où là, on rentrera vraiment plus dans le détail sur ces différents points. Mais cette partie-là, elle est vraiment hyper importante. Et notamment, voilà, un parcours utilisateur KISS, donc un autre anglicisme. Keep it simple and stupid. Voilà, un internaute, il n'a pas de temps à perdre, il faut qu'il trouve l'information rapidement. Et voilà, l'enjeu est là. Là, je vous ai montré un exemple d'arborescence, donc on n'est vraiment pas sur quelque chose de graphique, mais c'est un domaine que j'ai accompagné qui est vers chez moi dans le Poitou. Moi, j'habite dans le Poitou, entre Poitiers et Partenay, peu importe, un peu de fierté locale. C'est le domaine de la Briouze, donc c'est un lieu qui est à la fois un chambre d'hôte, qui est à la fois un haras, etc. Et donc, je les avais accompagnés dans la création de leur site web. Et ça, c'est la pierre angulaire avant même de parler de graphisme, d'identité visuelle. On avait créé cette arborescence détaillée avec qu'est-ce qu'il y a dans le header, qu'est-ce qu'il y a dans le footer, les premières pages principales, le domaine, séjourner, votre événement, bien-être, activité, et ensuite les sous-pages avec, par exemple, sur la partie événementielle, une sous-page par intention de recherche. Voilà, un événement, si c'est un séminaire, un mariage, si c'est de l'incentive, si c'est un événement sur mesure, privatisation, des stages, etc. Donc ça, il y a plein d'outils que je vous montre pendant la formation pour créer une arborescence assez rapidement et de manière intuitive. Voilà, ça c'est le domaine de la Briouze. Je vous le montre très rapidement pour vous montrer l'arborescence que vous avez vue de manière brute. On la retrouve ici maintenant sur le site web. Voilà, on la retrouve aussi au scroll, elle est encore ici. Et puis au niveau événement, elle a même un peu évolué depuis ce qu'on l'avait travaillé initialement. Il y a même des possibilités d'organiser des baptêmes, des bar mitzvahs. Enfin voilà, on est allé plus loin dans l'intention de potentiel de recherche de l'internaute. On est allé assez loin. Voilà, ça c'était sur la notion de parcours utilisateur. Est-ce que vous avez peut-être des questions sur ces points-là? Est-ce que c'est des choses que vous aviez pensées en amont, réfléchies? Est-ce que vous avez conscience de l'importance de ce parcours et de la fluidité qu'il doit proposer? Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose chaque lieu doit proposer un parcours utilisateur qui est différent, qui doit être pensé spécifiquement en fonction des caractéristiques de son lieu, de ses cibles. Mais c'est un travail qui est hyper intéressant à mener. Voilà. Enfin, moi, quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. En fait, ça, c'est le travail du fournisseur, de l'accompagnateur de site web, quoi. C'est lui qui, techniquement, doit construire l'arborescence. Alors, Nous, c'est oui, mais pas notre métier. Nous, on ouais, ça sait je ce qu'on a comprends, envie de mais mettre en avant, mais c'est pas notre métier de construire une arborescence. C'est pas facile. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un sujet technique. alors moi, j'essaie de le penser vraiment, quand je crée une arborescence, c'est vraiment d'impliquer quand même la personne que j'accompagne et d'être dans une démarche de co-création. Parce que moi, je considère toujours que la personne, enfin mon client, ou enfin la personne que j'accompagne, ou donc la personne voilà, c'est vraiment elle l'experte qui connaît son lieu, c'est elle qui connaît la substantifique moelle aussi de ce qu'elle veut mettre en avant. Après, bien entendu, c'est la personne qui vous accompagne, l'agence ou le freelance ou peu importe, de mettre ça effectivement en musique, entre guillemets, et de le mettre sur le papier. Mais il faut quand même que ce soit un travail collégial, je pense. Ça, oui, indispensable. Mais Ouais. le côté technique d'installation de Ouais. l'arborescence, c'est Ah vraiment le oui, webmaster. pardon. Ah oui, oui, après, oui, on déroule sur de la technique pure et dure, mais voilà, si avant on l'a mal pensé, ou si moi, par exemple, je l'ai fait tout seul de mon côté sans consulter mon client, je pense qu'il y aurait des trous dans la raquette, quoi, Oui, au niveau de ok. l'arborescence. Oui, ok. On a Héloïse aussi, Bugo, qui nous dit oui, avec l'expérience, nous avons revu le menu à une ou deux reprises. Ok, d'accord. Bah, effectivement, au début, on a une V1 de son site, et puis si on suit les stats, on rend compte que parfois, il y a certaines pages qui
qui sont très vus, donc autant les positionner plus haut dans l'arborescence, etc. Ça évolue tout le temps. C'est l'avantage du web, c'est que contrairement à une brochure qui est imprimée pour 1 an ou pour 6 mois, ou etc., le web, on peut tout bouger assez rapidement de manière, voilà, après avoir expérimenté, la notion d'expérimentation. Merci pour ce témoignage, Héloïse. J'ai une question par rapport au public étranger. Oui. C'est toujours délicat, effectivement, par rapport au site internet, de faire voilà, une traduction basique parce qu'on sait bien que les attentes peuvent être aussi un petit peu différentes. Et est-ce que vous avez croisé, vous, des bons exemples, justement, de sites internet pour les publics étrangers ou avec voilà, cette prise en compte-là réussie de façon efficace? Alors oui, j'en ai vu. Après, il y a une notion de budget. C'est-à-dire que c'est sûr, bien entendu, si vous voulez avoir un site web avec une arborescence complètement différente pour, par exemple, les clientèles anglophones ou italiennes ou espagnoles, ça veut dire gérer quasiment 3 sites web différents et il faut soit avoir les ressources financières ou soit humaines en interne pour le faire. Mais c'est sûr que ça peut vraiment être un parti pris hyper intéressant de se dire, voilà, je sais que j'ai des Espagnols qui viennent. Eux, les Espagnols, à chaque fois qu'ils viennent, ils viennent uniquement, je donne un exemple, par exemple, en famille. Donc, il faut que mon site web pour les Espagnols, il soit family friendly, on va dire. Voilà. Mais après, voilà, je pense que c'est surtout une notion de temps et de budget après derrière. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Non, mais ça veut vraiment dire qu'effectivement, pour les publics étrangers, il faut penser à un deuxième site web. Enfin, du Bah, moins, il faut si on a revoir la complètement ouais. l'arborescence, quoi. Si on a la possibilité de le faire, c'est intéressant parce que avoir une simple copie de son site web traduite par un traducteur pro si possible, ou moins bien par Google Translate, bah, ça va être ça. Voilà, c'est déjà mieux que rien, entre guillemets. Mais ça, voilà, si on veut aller dans une démarche marketing très poussée, c'est la solution. Ouais, ok, merci beaucoup. Merci. Je vais passer sur la billetterie en ligne. Je regarde l'heure. Il nous reste. Bon, c'est bien parce qu'on fait les questions au fur et à mesure. Donc ça, c'est sympa quand même. Alors, Valérie nous dit, les sites sont exprimés à la première personne du pluriel. Nous, étant seuls, puis-je utiliser le je, par exemple, qui suis-je, mes produits? Alors, Valérie, peut-être peut prendre la parole. Je ne suis pas sûr d'avoir entièrement compris la question. Valérie HMZ. Je pense que la question, du coup, Grégoire, c'est Oui. parfois, tu sais, quand on se présente, c'est qui sommes-nous sur le site et voilà, nous sommes une Ah famille, oui. etc. Et là, comme elle est seule, est-ce qu'elle peut s'exprimer en tant que je et ce que je propose, etc. Ah oui, bah, elle répond que oui, c'est ça. Merci Anne-Sophie voilà, avoir su déduire plus rapidement que moi. Bah oui, il n'y a pas de frein. Vraiment, le site web, il doit être à votre image, hein. Le site web, il doit refléter qui vous êtes, ce que vous êtes. Euh, donc, si vous êtes seul derrière votre structure, qu'on voit que c'est voilà, vous portez tout ça, je pense que c'est une bonne chose, oui. On n'a pas forcément besoin d'être une grosse entité, une grosse équipe pour. Ça peut même être un avantage si des personnes veulent visiter un petit lieu qui sort des sentiers battus où il sait qu'il n'y aura pas 400 000 personnes avec des queues un peu longues à la billetterie, etc. Peut-être qu'il va se dire ah non, ah, c'est un petit lieu, regarde, c'est une personne, elle est toute seule, elle fait plein de choses, c'est intéressant, moi j'y vais. Voilà. Ça, du coup, vous attirerez d'autant plus des personnes qui vous ressemblent. Ok. Je me permets de dérouler parce que le temps défile et peut-être que voilà, à 11h30, vous avez tout un chacun des engagements par ailleurs. Sur la billetterie en ligne, il y a plein d'avantages. Donc, bon, vous les connaissez tous, je vais vous les lister, mais voilà, c'est vraiment une satisfaction cliente immédiate en réponse à une volonté d'acte d'achat en ligne. De l'aide, Marlène, à quelque chose. Excusez-moi. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur en voyant la... Ah, c'est bon, c'était Valérie qui avait laissé son micro, peut-être. Oui, donc là, on va basculer maintenant sur la quatrième partie qui est l'incontournable billetterie en ligne. J'en étais à citer les différents avantages, vous les connaissez tous. Il y en a certains qu'on ne soupçonne pas, mais je vais quand même vous les relisser. Donc, c'est de la rapidité, l'efficacité en quelques clics via un paiement sécurisé CB. C'est vrai que l'internaute, maintenant, il peut avoir l'envie d'un achat compulsif. Donc, si vous avez voilà, directement la billetterie en ligne, ça, c'est super. La confirmation instantanée par email et l'envoi, par exemple, du ticket en PDF ou d'un QR code pour quand il viendra. Une billetterie en ligne est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si votre site web fonctionne bien.
et en dehors de vos horaires d'ouverture surtout. Donc ça, ben, ça vous permet de rentrer du chiffre d'affaires à 3 heures du matin, par exemple, pour quelqu'un qui est un octambule, qui organise ses vacances, son week-end. C'est aussi des nouveaux canaux. Voilà, il y a certains outils de billetterie qui vous permettent de vendre en ligne sur des sites partenaires. Ça, c'est intéressant. L'automatisation de ventes additionnelles pour des outils de billetterie poussée. Ça vous permet aussi, si vous êtes dans l'événementiel ou dans l'hébergement, de connaître vos jauges en temps réel sur vos entrées ou vos dispos. Ça vous permet de gérer, d'optimiser la gestion de vos flux et un gain de temps dans les files d'attente. Ça vous permet encore une fois un gain de temps et RH. Voilà, fini les résas par tel, ou tout ou moins, beaucoup moins, ou par mail, et exit les vieilles souches papier manuscrites à l'accueil. Ça peut simplifier aussi l'annulation via un remboursement automatique. Vous pouvez mettre aussi en place des codes de réduction pour des gens qui viennent, qui reviennent, qui reviennent, pour des clients fidèles. Ça vous permet aussi de collecter de la data client. Ça, c'est important. Voilà, si vous êtes dans des démarches marketing poussées. Oui, il y a l'outil ad hoc. Ça, merci Marjorie. Je sais que tu es là. Je t'avais vu dans la liste des participantes. J'ai une slide dédiée à tout ce que vous proposez avec Iresa. Elle est juste après. Ça vous permet aussi voilà, de connecter votre billetterie à vos outils que vous avez déjà en termes de comptabilité ou bien de CRM si vous si vous utilisez des outils CRM. Et je bascule sur Iresa. Peut-être Marjorie, si tu veux prendre la parole 1 minute, ben, je t'en prie, ou 2 minutes, tu le feras encore mieux que moi. Mais il y a des solutions au Pays de la Loire qui vous sont mises à disposition pour des tarifs défiant toute concurrence sur cette partie-là. Oui, merci. Désolée, j'ai un peu coupé la non, présentation. Non, oui, donc bah, moi, c'est parce qu'effectivement, donc, je suis en charge de la place de marché et c'est vrai que dans Solutions Co propose des outils comme Ad-Hoc. Donc, on l'a vu tout à l'heure sur un des sites. J'ai pas retenu le château, mais c'est vrai que c'est un outil assez complet. Ouais. Voilà, qui permet de proposer, il y a une notion de billetterie, il y a la notion de stock pour si on a des guides par exemple, on va avoir la notion aussi de bon cadeau le client peut réutiliser lui-même en plus sur le site du prestataire. Donc voilà, il y a plusieurs avantages à cet outil qui en plus est à un coût intéressant puisque là on est à 150 € l'année. Donc voilà, sachant que voilà. 150 € sans commission après sur le chiffre d'affaires ou de pourcentage. Il n'y a pas de commission, tout à fait. Et alors, je sais pas, je crois qu'il y a des prestataires de la région centre. Il faut savoir qu'il y a le même outil en fait qui est proposé. Oui, bah, j'en parle juste après. Voilà, Iresa, voilà, il y a aussi la place de marché en centre Val-de-Loire qui utilise le même outil technique, Alliance Réseau. Donc, elle a un nom différent, mais vous pouvez, pour les personnes qui sont dans cette région-là, vous rapprocher aussi de. Voilà, j'ai mis les liens dans les slides et à chaque fois, vous aurez le lien vers tous les interlocuteurs au niveau régional et départementaux. C'est parfait. Voilà, donc ces 2 slides. Voilà, ici, il y a le lien pour la partie Solutions Pro en Pays de la Loire, Iresa, sur la partie vente en ligne, que ce soit hébergement, etc., ou activité. Et voilà, là, on était plutôt sur l'hébergement. Et là, on est sur la place marché Centre-Val de Loire. Il existe d'autres outils aussi, je les cite rapidement, des Patrivia, des Mapado, des billets web, des Helloasso, des WizEvent. Par exemple, si vous êtes une association, Helloasso, c'est sans frais. Ça marche super bien. Vous pouvez vendre de la billetterie, alors pas d'hébergement, mais pour la billetterie, ça marche super bien. Au niveau de l'hébergement, il y a d'autres outils aussi voilà, qui proposent des PMS assez complets, tels que Thaïs PMS, Amenities, Eloa, Reservit. Là, on part dans de la technique, mais voilà, c'est intéressant. Et aussi, il y a tout ce qui est boutique en ligne. Si vous proposez voilà, de la vente de produits de votre boutique, après, il y a plein d'outils comme WooCommerce, Shopify, PrestaShop qui vous permettent de partir dans la vente en ligne. Je vois quand même que j'ai un peu éclaté le temps, mais c'est bien parce qu'il y a eu plein de questions. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur la fin pour aller au bout. Alors, on passe maintenant, après les bonnes pratiques, on passe aux écueils à éviter. Alors, concevoir son site web pour un seul type d'écran, négliger l'optimisation du référencement naturel, omettre de se conformer à la RGPD et de ne pas mettre en place de monitoring statistique, et enfin négliger l'accessibilité. Je vais aller un peu vite, il nous reste un quart d'heure, mais je vais quand même aller dans un niveau de détail minimal. Alors, concevoir son site pour un seul type d'écran. Les smartphones représentent 75% du temps passé en ligne, étude Médiamétrie 2022.
Bon, c'est vrai que maintenant, il y a de moins en moins de sites web qui ne s'adaptent pas sur smartphone, qu'on appelle responsive, mais il en existe encore un peu. Donc, si vous avez un site web qui ne s'adapte pas sur smartphone, bah, c'est dommage parce que vous allez rater voilà, entre 60, voire jusqu'à 80 ou en saison, 90% du trafic sur votre site. Ou alors, les gens vont arriver, vont devoir zoomer, pincher. Enfin, voilà, ça va être compliqué. Donc voilà, ça peut être une risque de perte de trafic. C'est surtout aussi une risque de pénalisation importante s'il n'y a pas d'optimisation mobile de votre site parce que Google privilégie des sites mobile friendly dans ses résultats de recherche. Ça, c'est une chose importante à savoir. Donc vos contenus s'adaptent, mais il faut qu'aussi il y ait un temps de chargement rapide. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, vérifiez bien quand vous créez une nouvelle page ou une page sur votre site, testez-la sur votre grand écran d'ordinateur, mais aussi testez-la sur votre smartphone. Si vous avez une tablette aussi, testez vraiment pour voir tous les contenus s'ils marchent bien. Et après, tout comme on parlait tout à l'heure de stratégies dédiées par langue, on peut aussi penser à des stratégies, pardon, je vais y arriver, des stratégies web dédiées par type voilà, que ce soit mobile ou ordinateur, et avoir par exemple une version de son site web ou de certaines pages de son site web ou sur mobile, on va plus à l'essentiel. On enlève plein d'infos parce que trop de lecture ou des pages avec du scroll trop long ou des galeries photos où il y a trop de photos et on fait une version dédiée. Donc bon, c'est comme les langues, ça peut être à budget ou chronophage, mais il y a des sites touristiques qui sont dans cette logique-là où la version smartphone, elle est beaucoup plus light et où on va plus à l'essentiel et où on va plus rapidement vers la billetterie, par exemple. Voilà, et pour finir sur cette partie-là, vraiment maintenant, en termes de design et d'expérience utilisateur, la notion de mobile first, c'est vraiment devenu la norme. Avant, on parlait de responsive design, c'est-à-dire un site web qui s'adapte pour les versions mobiles. Maintenant, voilà, certains graphistes, certaines personnes qui bossent dans l'expérience utilisateur, moi, c'est aussi ce que j'ai fait faire maintenant. Ils maquettent presque la première version du site web en la pensant directement à ce qu'elle va donner sur mobile. Là, bah voilà, ça c'est des outils que vous pourrez tester chez vous, mais donc il existe des outils pour une extension Chrome pour voir si son site web s'adapte bien sur mobile. Cette extension s'appelle Mobile First, vous pouvez la tester sur iPhone, sur Samsung, sur différents types d'écrans, ça marche bien. Et après aussi, vous avez ici un outil qui s'appelle Google PageSpeed Insight qui vous permet de tester le temps de chargement de votre site web sur Google. Voilà. Et si vous avez un mauvais rapport, il vous donne voilà, des points sur lesquels vous allez pouvoir vous améliorer. C'est souvent des points assez techniques, mais souvent, c'est simplement que vos images sont trop lourdes, ou etc. Donc, vous allez pouvoir derrière les redimensionner, par exemple. Négliger l'optimisation du référencement naturel. Donc là, j'ai mis une page assez simple. C'est comme avoir créé une belle brochure, mais ne pas la distribuer et la garder dans son placard. Le référencement naturel, ça c'est aussi, je le développe beaucoup dans la formation que je vous propose le 1er février, qu'on vous propose avec Solutions Co. C'est vraiment comment donner de la visibilité à votre site web sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Voilà, c'est vrai qu'avoir un beau site web, mais négliger cette partie-là, ça peut vraiment être dommageable. Donc, il y a plein de points techniques, c'est surtout des points techniques qu'on va voir qui existent et des points aussi éditoriaux. Mais voilà, il faut vraiment, c'est voilà, primordial. Je n'ai pas d'autres adjectifs. Donc, les différents critères à vérifier, à déployer. Alors, il y a des critères sur lesquels on peut agir de manière autonome sur son site, ce qu'on appelle le SEO. Donc, SEO, c'est Search Engine Optimization. C'est voilà, le pendant de la traduction de référencement en anglais. Donc, le SEO sur votre site, on-site, ce sont des critères techniques. Le SEO on-site, d'autres critères éditoriaux cette fois-ci. Et après, il y a tout ce qu'on appelle le SEO off-site, c'est-à-dire en dehors de votre site, et notamment la stratégie de netlinking, c'est-à-dire déployer sur d'autres sites le fait qu'on parle de vous et qu'il y ait des liens qui pointent depuis d'autres sites web sur votre site web. Je fais des grands raccourcis, je vais très vite là. Au niveau des critères techniques sur le site, les premiers points, c'est ce qu'on appelle le balisage sémantique de chaque page pour une indexation optimale. Là, c'est bon. Pour ceux qui connaissent pas, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est vraiment optimiser toutes les balises title et description de votre site. Ensuite, sur chaque page, les balises H1, H2, H3 pour donner des niveaux de lecture, notamment au moteur de recherche. Utiliser les balises strong, les balises alt pour les images, les renommer. Comme ça, après,
On peut vous retrouver aussi dans Google Images, qui est une source de trafic importante pour votre site web. Avoir des URL, des adresses assez conviviales, éviter les slash 1, 2, 3, 4, 5, 6, WXY dans vos pages. Et si vous faites du multilingue, il y a une partie, c'est la balise hreflang pour que voilà, vous remontiez aussi sur les versions étrangères de google.com ou google.it, google.es. Des points encore plus techniques, le fichier robot.txt pour que votre site soit facilement crawlable par les robots qui viennent indexer les sites web. La vitesse de chargement, j'en ai parlé, avoir une belle vitesse de chargement. Le fait que votre site web soit mobile friendly aussi. Effectivement, à Sophie, c'est très technique. Mais ça, ce sera l'objet de la formation. On en parlera un peu plus tard, si vous venez. Au niveau des bonnes pratiques, au niveau éditorial, ça, c'est des choses moins techniques. Effectivement, Anne-Sophie, donc je vais peut-être en parler. Les bonnes pratiques de la rédaction web, donc au niveau du fond, ayez vraiment une ligne éditoriale. Soyez vraiment dans la rédaction de contenu convaincant, mais tout en allant vers la simplicité et la concision. Voilà, on n'écrit pas pareil sur le web qu'on écrit pour le papier. Donc, les maîtres mots simplicité et concision sont vraiment à garder en ligne de mire spécifiquement à chaque fois qu'on rédige pour le web. Au niveau de la forme, c'est pareil. Maintenant, les internautes sont vraiment moins dans une lecture totale de tous vos contenus, sauf si vous avez su vraiment les happer à un moment donné. Ils sont plutôt dans un balayage de la page. Donc, il faut vraiment avoir une écriture visuelle. Donc, sur la forme, il faut partir sur la notion de titre, sous-titre, accroche, des paragraphes courts, jouer avec les tailles des polices, les graisses des polices, les espaces aussi. Voilà, il faut vraiment penser votre site web, typiquement comment la personne va la lire sur mobile, voilà, comment elle va arriver à l'information rapidement, utiliser des listes à puces, des icônes aussi, des bons gros boutons pour les call to action, les boutons réservation, des choses comme ça. Avoir vraiment, là j'ai un truc que j'ai oublié d'enlever. Les bonnes pratiques de la rédaction web sur le fond et sur la forme, la fraîcheur des contenus. Google adore les sites web qui produisent de manière régulière des contenus. Donc, si vous avez une rubrique blog actu, ben, voilà, il faut s'en servir. Ce sera très positif en termes de référencement naturel. Le maillage interne entre les pages, ça, c'est le fait sur une page web spécifique. Par exemple, si vous êtes sur une page qui présente tout ce qu'on peut faire en famille dans votre château, et ben, en toute fin de page, n'hésitez pas aussi à faire un petit focus, un lien vers la page sur ce qu'on peut faire quand on vient en amoureux. Voilà. C'est ça le maillage interne. C'est essayer sur une page dédiée, qui est certes très contextualisée, de proposer d'autres informations sur votre page. Et notamment, par exemple, sur votre top 5 des pages les plus vues, n'hésitez pas à pousser des informations que vous souhaiterez mettre en avant, par exemple un prochain événement ou des choses comme ça, qui est caché un peu au fond de votre agenda, à le mettre sur ces pages-là qui sont le plus consultées. C'est ça le maillage interne. Et Google adore aussi le maillage interne entre différentes pages. Attention à la duplication de contenu, évitez les copier-coller d'autres sites, etc. Ou évitez aussi plusieurs pages de votre site qui parlent plusieurs fois de la même chose parce que Google pénalise les sites au contenu dupliqué. Ici, ça c'est un document qu'on regarde beaucoup en formation qui s'appelle la pyramide inversée au niveau de la rédaction. C'est vrai que à l'école, on nous apprend beaucoup à écrire dans l'autre sens, c'est-à-dire à parler introduction, développement et voilà la conclusion à la fin. Dans le web, c'est tout l'inverse, hein. Il faut vraiment dès le début donner l'essence de l'information, développer ensuite si besoin, et en toute fin donner les propos accessoires. Ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, la stratégie de netlinking. Voilà, développer son autorité auprès des moteurs de recherche. Voilà, ça, c'est un peu plus long. Ça ne dépend pas uniquement de votre site web, mais des actions que vous allez pouvoir mettre en place sur d'autres sites web. Voilà, faites en sorte que le site web institutionnel de la destination locale, régionale, départementale parle de votre site web et qu'il y ait un lien vers votre site web. Ça, c'est la base. Soyez aussi présents sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Faites vraiment des liens vers votre site web sur votre fiche Google Entreprise, sur votre fiche Google My Business notamment. Ça, c'est vraiment des super liens entrants et ça va vous permettre de monter dans les résultats de recherche. Pareil, il y a plein d'annuaires spécialisés, de la presse spécialisée. Si vous êtes dans les accueils influenceurs, et si après ils rédigent un article de blog détaillé sur une journée qu'ils ont pu passer chez vous, il faut impérativement qu'il y ait un lien vers votre château, ça c'est sûr. Allez voir vos différents partenaires pour qu'ils mettent des liens vers votre site web.
Soyez présents sur des forums, des groupes privés Facebook si vous le souhaitez. Il y a plein de choses à faire. Voilà, on a fini pour la partie SEO. Je regarde l'heure, 11h26. Il me reste 3-4 slides. Je vais aller rapidement. Alors, la RGPD, ça, c'est le règlement général sur la protection des données. C'est un règlement européen qui vous oblige quand même au niveau des datas à certains points, voilà, et qui peut vous exposer à des sanctions de la CNIL. Les grands points à connaître, les obligations légales pour être, on va dire, RGPD friendly. C'est avoir le consentement explicite de l'internaute en cas de collecte de données sur l'inscription à la newsletter, par exemple, ou sur les formulaires de contact. C'est proposer un droit d'accès et d'effacement des données pour les individus. Alors tout ça, c'est assez détaillé et ça vaut surtout pour les établissements publics. Pour les plus petits établissements, c'est fortement recommandé de le faire, mais c'est plus rare d'avoir des contrôles de la CNIL. C'est avoir la sécurisation des données, notamment pour tout ce qui est la vente en ligne. Avoir une page mention légale et politique de confidentialité qui inclut des mentions spécifiques comme par exemple la personne en charge de la protection des données en interne, qui est l'éditeur du site, qui est le directeur de la publication. Ça, c'est des informations voilà, qui sont obligatoires. Si vous avez des cookies aussi, vous savez, vous devez spécifier à l'internaute qui a des cookies, doit pouvoir les accepter ou les refuser. Et la page conditions générales de vente, elles sont obligatoires aussi. Ce sont les obligations légales. Ne pas mettre en place de monitoring statistique. Bon, ça, c'est vraiment hyper dommageable. C'est un peu comme le SEO si vous n'optimisez pas naturellement votre site web. Voilà, ne pas mettre en place de monitoring statistique, c'est un peu fonctionner à l'aveugle. C'est-à-dire, voilà, avoir un site web, mais ne pas voir ce qui marche bien dessus, ce qui marche moins bien, et du coup, ne pas pouvoir envisager des actions correctives et de faire évoluer votre site web. C'est un peu la base du web. Alors voilà, j'avais des questions. Quels outils utilisez-vous? Dans quels objectifs? À quelle fréquence? Pourquoi mettre en place un monitoring statistique? Pour comprendre le comportement des utilisateurs, pour optimiser l'expérience utilisateur, évaluer les performances de votre site, le top 10 des pages vues, etc. Mettre en place voilà, des objectifs, analyser le trafic marketing et puis détecter aussi parfois des problèmes techniques. Il y a plein d'outils qui existent. Ça, je le montre dans formation voilà, de manière assez détaillée, telles que la Search Console Google, Google Analytics, Matomo Analytics, pour voir quelles sont les pages qui marchent le mieux. J'en ai parlé tout à l'heure, mais définir aussi quels sont les canaux d'acquisition, connaître son pourcentage de trafic via mobile, la provenance géographique des visiteurs, les horaires des visites. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est des exemples détaillés de stats de sites web qu'on aurait pu voir. Et enfin, en dernier point, négliger l'accessibilité. L'accessibilité web, c'est le fait que votre site web puisse être vu et perçu notamment par des personnes en situation de handicap, voilà, afin de les aider à percevoir, comprendre, naviguer et interagir sur votre site web. Il y a aussi un référentiel qui existe au niveau national qui s'appelle la RGA sur ce point-là, et c'est une obligation pour les établissements publics. Voilà, il y a plein de points, notamment la possibilité de proposer une synthèse vocale pour la navigation, des sous-titrages pour les vidéos, des interfaces claires et structurées, le fait de pouvoir grossir les caractères, d'utiliser des contrastes de couleurs qui marchent bien, voilà, etc., etc. J'ai un exemple que j'ai trouvé parmi les adhérents qui s'appelle le Château de Baugé, qui propose ici, quand on clique en haut à droite, un petit outil d'accessibilité pour augmenter les caractères, voilà, pour les diminuer, pour passer en noir et blanc, niveau de gris, pour maximiser le contraste, voilà, pour souligner les liens, pour avoir une police plus lisible pour les personnes qui sont dyslexiques, par exemple, etc. Donc ça, c'est hyper important et voilà. Là, il y a un beau travail qui a été fait sur ce site web-là à ce niveau-là. Voilà, j'en arrive à la fin. Je suis allé un peu vite à la fin. Je m'en excuse, Anne-Sophie, d'ailleurs. J'aurais dû être plus maître du temps, mais comme il y a eu des questions, c'était intéressant. Ouais, non, tout à fait, effectivement. C'est le but, c'est aussi d'interagir et de répondre aux questions et de pas dérouler la présentation. Puis ça va, il est 11h31 hein, et quasiment tout le monde est encore là. Donc, tu vois, tu n'as pas perdu ton audience. En tout cas, voilà, je vous invite à vous inscrire le 1er février. En plus, on ne l'a pas précisé, mais c'est 50 €. Donc, le tarif est très, très, très accessible. C'est à Angers, tout proche de la gare, donc facilement accessible en train pour ceux qui souhaiteraient venir. Je vous ai mis le lien dans les slides que vous recevrez pour vous inscrire sur le site de l'Académie.
Moi, j'ai encore 10 minutes, un quart d'heure devant moi. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions, qui veulent interagir, c'est possible. Pour ceux et celles qui n'ont plus de temps, ben, je vous remercie de votre écoute. Voilà. Et puis, j'espère avoir soulevé en vous